moi, je vais vous proposer de prendre un petit peu de recul sur la notion d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, d'abord, on en parle beaucoup. On la voit rarement quantifiée. Et c'est donc une des premières choses auxquelles on va s'atteler dans mon exposé. Mais avant tout, je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est que dans un système de transport, il y a un certain nombre de strates. La première strate en bas, c'est le matériel qu'on va choisir. Alors le matériel, ça peut être le bus, le tram, le train, l'hélicoptère, tout ce que vous voulez. Et puis au-dessus, vous avez la couche de technologie, les NTIC, qui vont permettre de gérer tout ça, d'optimiser le système. Mais si on optimise un mauvais système, on n'aura pas forcément un bon résultat. Voilà. Donc, et alors encore au-dessus, vous avez l'usager qui finalement va être un peu le juge de paix dans tout ça et qui va décider du succès de l'opération ou pas. Alors, bon, moi j'ai jamais su faire autrement, donc je vais reprendre le problème à la base, et je vais vous proposer une réflexion sur la notion d'efficacité énergétique dans les matériels déjà. Parce que c'est ce qui me paraît déjà être le facteur où on va pouvoir gagner le plus. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficacité d'un mode de transport? D'abord, on a besoin d'avoir une définition qui soit rationnelle, qui soit quantifiée. Ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et pour ça, il faut prendre en compte la notion de consommation des modes de transport. De quoi dépend la consommation? La consommation, d'abord, elle dépend de la masse totale que vous allez mettre en mouvement. Si je vous dis j'ai une fleur à transporter à Rome à ma femme qui est là-bas, et que j'utilise un 100 tonnes pour transporter cette fleur, vous allez vous mettre le doigt sur la tempe en vous disant il est complètement fou. Et vous aurez raison. Donc, vous voyez bien qu'intuitivement, on sent bien que la masse totale qu'on va mettre en mouvement est importante. Mais il n'y a pas que ce facteur-là, la masse totale, qui est importante, parce que si dans votre masse totale, vous avez, c'est le cas avec ma Clio, qui est une voiture tout à fait lambda, ma Clio, elle fait 930 kg, moi j'en fais 70, à nous deux, on fait 1 tonne, et mon poids représente 7% de la masse totale que je vais mettre en mouvement. Donc ça veut dire que, à contrario, je mets 93% de masse en mouvement pour rien. Ça va forcément se payer en termes de consommation. Et puis, dernier facteur qui va intervenir sont les frottements. On sait bien que quand on veut déplacer un meuble, si on essaye de le pousser directement sur le carrelage, ça se passe mal. Si on met des chiffons dessous, ça se passe beaucoup mieux. Il y a des frottements partout. C'est ce qui va conditionner les problèmes de consommation aussi, et largement. Donc, on va s'intéresser à ces différents facteurs-là. Après ça, on parlera de l'efficacité énergétique des différents modes, et puis de la consommation des modes de transport, pour faire une comparaison, en fait. Et je vous proposerai une méthode de choix rationnel pour choisir le bon matériel dont on a besoin pour une application donnée. Alors donc, la consommation, elle est d'abord proportionnelle à la masse en mouvement. Ça, c'est une règle de physique de base, c'est incontournable. Elle est, dans cette masse, je vous l'ai dit, il y a seulement une partie qui est intéressante, qui est celle, la partie qu'on veut vraiment déplacer. Et puis après ça, il y a les frottements. Alors, à partir de là, on peut construire un indicateur d'efficacité énergétique. Et vous avez un tableau là qui va vous donner cette indication pour une voiture, pour un autobus, pour un trolleybus articulé, pour un bus, pour un tram, et pour un nouveau venu, pour vous sans doute, le transport par câble. Et vous allez voir que c'est intéressant cette comparaison. Alors, si je regarde ce qui se passe dans une voiture, ma Clio, à 4 personnes, on a 27% de rapport de masse efficace transportée sur la masse totale mise en mouvement. On a des coefficients de frottement sur la route qui sont de 0,3, 0,6. Alors, ne cherchez pas à savoir ce que ça veut dire. Enfin, si vous voulez le savoir, je vous expliquerai à la sortie. Mais bon, c'est une notion de physique qui est vitale. Mais regardez simplement la façon dont les ordres de grandeur vont varier quand on va passer d'un mode à l'autre. Quand on passe à l'autocar, vous avez en gros 30% de masse utile transportée et des coefficients de transport, des coefficients de frottement qui sont les mêmes puisque c'est les coefficients routiers, donc 0,3, 0,6. Et vous continuez comme ça jusqu'au tram, où au tram, on a une masse totale qui est très lourde, parce que le problème du tram, c'est qu'il faut qu'il ne patine pas au démarrage, et il ne faut pas que non plus il glisse quand il s'arrête. Donc, en cas de freinage d'urgence. Donc, on a des masses qui sont très importantes sur le système, et on a en gros, sur des rames de 300 personnes, une masse utile transportée qui est donc de 21%. Avec des coefficients de frottement qui, eux, sont plus faibles. Le coefficient de frottement fer sur fer est réputé pour être plus soft, plus doux
que le frottement routier. Et effectivement, quand on consulte les tables qui donnent ces valeurs-là, on passe de 0,12 à 0,2 suivant l'état de la voie. Hein. Et ça vous conduit à une efficacité énergétique. Alors, je termine, avec le transport par câble. Dans le transport par câble, la masse utile transportée sur la masse totale mise en mouvement, c'est 40%. En moyenne, hein, ça peut être un peu plus, un tout petit peu moins, mais en moyenne, c'est 40%. Là, l'exemple, c'est une télécabine 8 places. Et le coefficient de frottement, par contre, comme les transports par câble sont complètement indépendants de tout le reste de l'environnement, on va pouvoir se permettre de le minimiser, contrairement à ce qui se passe pour les voitures, où il faut que les voitures soient capables de s'arrêter rapidement si vous avez un gamin qui vient traverser juste devant vous. Pour le tram, c'est pareil, il faut que ça s'arrête rapidement. En transport par câble, on n'a pas ce problème, puisqu'on est suffisamment haut pour qu'il n'y ait aucune interaction possible avec le reste de la circulation. Et donc, on a des coefficients de frottement qu'on optimise et qui sont très faibles, qui sont que de 0,03. Donc, vous voyez que vous avez un facteur 10 au moins avec les autres modes de transport. Du coup, l'efficacité, elle va être définie comme un rapport entre deux quantités qui sont au numérateur la masse, le rapport des masses effectives transportées et au dénominateur le coefficient de frottement. Et à partir des deux, vous allez obtenir une espèce de classement des différents modes de transport. Donc le classement, vous retrouvez quelque chose que vous attendiez certainement, c'est que la voiture a une efficacité qui est plus faible que le bus, qui lui-même a une efficacité qui est plus faible que le tram, et, grande surprise, sans doute pour vous, l'efficacité du transport par câble est au moins 10 fois supérieure à toutes les autres. Et ça, c'est une réalité physique incontournable. Alors, on peut s'amuser après ça à faire des calculs. Ce que je vous ai donné là, moi, c'était basé sur des notions statistiques, en fait. Après, on peut faire un calcul. Ce que j'ai fait, qui est résumé sur le tableau qui est là. Et vous retrouvez ces ordres de grandeur pour un téléphérique à plat, ou un téléphérique donc à plat à vide, ou à plat chargé, un téléphérique en côte à vide, ou un téléphérique en côte chargée, etc. Et dans tous les cas de figure, vous retrouvez cet écart qui est au moins d'un facteur 6 ou 7 sur la consommation énergétique. Voilà, donc là, on a effectivement énormément à gagner par le choix de la technique. Après, il faut encore optimiser le système, parce que quand on va avoir tout un ensemble de systèmes qui vont fonctionner ensemble, il faudra bien les optimiser. Mais vous aurez gagné l'essentiel de ce que vous pouviez gagner au niveau de la consommation sur les véhicules. Alors, quelques raisons quand même pour que vous compreniez bien pourquoi c'est comme ça. D'abord, quand vous avez un système routier classique, dans votre voiture, vous avez un moteur, vous avez une boîte de vitesse, vous avez des freins, vous avez des clignotants, etc., etc. Tout ça, dans le transport par câble, on n'en a pas besoin. Le moteur, il est en gare, il est fixe. Donc, il ne se promène pas avec vous. C'est déjà un écart important dans le poids. Bon. Ensuite de ça, alors vous retrouvez le même phénomène, pas seulement au niveau du moteur, mais au niveau de la boîte de vitesse, etc. Hein. Donc, vous avez des cabines qui sont effectivement très légères. Et donc, finalement, la masse mise en mouvement est importante. C'est près du double, hein. Mais il n'y a quand même pas du tout le même rapport que sur les autres modes de transport. Alors, ensuite de ça, vous avez un coefficient de frottement qui, lui, est bien plus faible parce que, comme je vous l'ai dit, on peut se permettre de l'optimiser. Alors que dans le cas routier, au contraire, on a un minimum de frottement à avoir si on veut pouvoir s'arrêter. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler du tramway aérien maintenant. Hein, le tramway aérien, c'est l'anglais Aerial Tramway ou l'allemand Luftseilbahn. Hein, alors donc, on a choisi cette dénomination-là parce que ça permettait d'homogénéiser la nomenclature au niveau de l'Europe. Merci, Pierre. J'ai pratiquement fini. Voilà, j'ai fini mon exposé sur la notion d'efficacité énergétique. Alors, la photo que vous avez là, ce n'est pas un montage photo, c'est la réalité quotidienne en Suisse de la station de Bettmeralp, qui n'est pas accessible du tout par la voiture, qui a été entièrement construite par des matériaux transportés par le téléphérique, et qui, tous les jours, a un véhicule poubelle qui est monté par le téléphérique. Il fait son petit tour dans la station et il redescend se décharger.